Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Rémi pour sa super présentation qui est une très bonne introduction à ce que je vais dire. Alors, voilà, ce que j'ai proposé, c'est de faire ce que j'appelle un récit à plusieurs voix. De donner la voix, de donner la parole finalement aux habitants de la préfecture de Fukushima, aux habitants, mais aussi aux experts, aux scientifiques, aux contre-experts, voilà, qui se sont, comment dire, qui ont eu à faire face à cette catastrophe. Et puis, dans un deuxième temps, je montrerai les conséquences du zonage sur les populations. Et enfin, j'essaierai de montrer qu'on ne peut pas comprendre, la catastrophe de Fukushima sans l'inscrire finalement dans la longue histoire des catastrophes nucléaires. Voilà, donc je pense que ça, c'est aussi un point très important. Euh, je vais aussi faire un petit préambule aussi, parce que j'ai entendu, évidemment, on est le 11 mars aujourd'hui, donc j'ai assisté à beaucoup de présentations, j'ai écouté beaucoup de choses, et et il y avait une réflexion de Paul Jobin, donc un chercheur en sociologie qui habite à Taïwan, par rapport à ce qui se disait hier lors d'une présentation à propos du Japon, sur le fait que, évidemment, c'est l'occasion de critiquer la gestion qu'a eu le Japon, la gestion de cet accident. Et on entend beaucoup de critiques du gouvernement, etc. Et je voudrais rappeler cette phrase de Kate Brown, qui est une historienne américaine, qui a écrit un livre sur Tchernobyl et qui conclut à propos de Tchernobyl: aucune nation, aucune organisation n'est assez sophistiquée pour faire face à un accident nucléaire. Voilà, alors ce que je voudrais, je pense que c'est important de montrer que il ne s'agit pas comment dire, de critiquer le Japon en se disant qu'un autre pays aurait fait mieux. Je pense que beaucoup de gens maintenant ont compris que non, c'est vraiment la catastrophe nucléaire en elle-même qui est quelque chose de très difficile à gérer en quelque sorte. Voilà. Alors 10 ans après, je vais donner juste très rapidement quelques chiffres. Il y a eu 160 000 personnes d'évacuées, y compris 50 000 qu'on a appelées auto-évacuées. Et il reste encore 35 000 personnes. Il reste encore 35 000 personnes qui ne sont pas rentrées officiellement, qui sont encore enregistrées qui sont encore évacuées officiellement. Euh, et, euh, et comme l'a fait remarquer Rémi, je pense, dans les villages, on parle aussi de taux d'occupation. Ce n'est pas obligatoirement les anciens habitants qui sont revenus, ce ne sont pas des taux de retour, ce sont des habitants nouveaux qui sont venus en quelque sorte remplacer ceux qui sont partis. Donc du coup, ça donne ce nouveau paysage social, démographique dont nous a parlé Rémi, qui fait que les anciens habitants, dans certains cas, ne se reconnaissent plus dans l'atmosphère du village, maintenant qu'il y a une population nouvelle qui n'est pas la même que celle d'avant. Alors, je vais vous dire quelques mots aussi de l'enquête que j'ai menée au Japon, donc avec mes deux collègues japonaises, sans lesquelles j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit, donc Reiko Hasegawa de Sciences Po et Rina Kojima qui faisait sa thèse sur le sujet. Et donc, euh, ce travail de recherche a été mené donc à l'IRSN, et pour rencontrer les personnes qui étaient parties, donc qui avaient quitté la préfecture après l'évacuation suite à l'accident nucléaire. On est allé dans beaucoup d'endroits du Japon parce que certaines personnes sont parties très loin. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, les petits points violets, c'est là où nous sommes allés, et donc c'est-à-dire là où les habitants sont partis, et nous sommes allés les interviewer dans ces endroits-là. Voilà. Et sinon, pour préciser encore un peu plus l'enquête empirique, on est allé plus précisément donc, dans les villages de Kawaoshi et de Naraha, et aussi, on ne le voit pas sur la carte parce que c'est plus loin, dans la ville de Fukushima, qui est à 60 à 80 km, je crois, de la centrale, qui est sur la côte. Donc on est allé dans ces villages-là au moment de ce qu'on appelle la levée des ordres d'évacuation, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire le moment où on dit aux personnes, voilà, il y a une évacuation, on a décontaminé, et maintenant le taux de radiation est raisonnable, vous pouvez revenir. Alors, je vais parler un petit peu du zonage, de la décontamination, et puis de la politique gouvernementale, et puis de son influence sur les habitants. Voilà. Alors, d'abord, le zonage. Alors, un zonage, c'est un outil finalement administratif qui vous permet de dire euh, là, c'est contaminé, et là, ce n'est pas contaminé. Donc, d'une certaine façon,
le gouvernement japonais, les autorités japonaises ont tracé des cercles concentriques, comme ça se voit sur cette carte-là, hein. Et puis, on a évacué, donc, en fonction de ces cercles. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la contamination ne s'arrête pas, évidemment. Par exemple, là, on voit une barrière. Donc, d'un côté, vous êtes dans une zone qui va être évacuée. De l'autre côté, ça ne sera pas évacué. Et d'une certaine façon, le zonage permet à la fois de circonscrire un risque qui, sinon, est éminemment, finalement, vagabond, dirais-je, et puis aussi d'innocenter, et ça c'est important aussi, des zones qui sont peut-être, sans doute d'ailleurs, également contaminées, mais qui se retrouvent à l'extérieur des zones. Et le zonage, c'est aussi tout un système d'indemnisation, et c'est à la fois donc une obligation, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'évacuer lorsque votre zone a été, votre village a été déclaré évacuable, donc vous êtes obligé d'évacuer. Alors cette obligation, elle peut être très difficile pour certains, notamment les personnes très âgées, mais c'est aussi un droit. Donc c'est un droit qui va vous donner des compensations financières, et puis c'est un droit qui justement, dont vous pouvez être exclu si vous n'êtes pas justement dans une zone qui a été déclarée comme étant à évacuer. Et après Fukushima, il y a eu 50 000 ce qu'on a appelé auto-évacués, ou on les appelait aussi des évacués volontaires, c'est-à-dire des personnes qui, même si elles n'étaient pas dans les zones désignées pour être évacuées, ont choisi d'évacuer parce qu'elles ne se sentaient pas elles ne se sentaient pas en sécurité. Les travaux de décontamination, ils ont été énormes. C'est une politique très ambitieuse de la part du Japon, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, les chiffres que j'ai récupérés d'un colloque sur Fukushima avant-hier, c'est 20 millions de mètres cubes de déchets et 24 milliards d'euros. C'est quand même une somme très importante. Alors, je vais dire aussi quelques petites choses sur les normes. Voilà, c'est assez technique, mais donc je vais passer rapidement juste pour être, j'espère, comprise. Effectivement, il y a des normes qui sont édictées par la Commission internationale de protection radiologique, et ces normes sont, en situation normale, doivent être inférieures à 1 millisievert. Et comme l'a dit Rémi tout à l'heure, 20 millisieverts pour les travailleurs du nucléaire, et aussi pour ce qu'ils appellent dans leur jargon les situations d'exposition résiduelle après un accident nucléaire. Donc, le seuil pour choisir, pour décider qu'on pouvait évacuer, qu'on évacuait une zone, qui a été choisi par le gouvernement, c'est un seuil donc qui a été fixé à 20 millisieverts par an. Donc, on a relevé le seuil de 1 à 20 millisieverts. Alors, dans la société du risque, Ulrich Beck dit, voilà, il est possible que les taux limites permettent d'éviter le pire, mais ils servent aussi à blanchir les responsables. Ils peuvent se permettre d'empoisonner un peu la nature et les hommes. Parce que tout l'enjeu toute la difficulté dans ces cas-là, c'est de dire, bon, c'est de reconnaître qu'on a augmenté quand même le seuil, c'est-à-dire qu'on a reconnu qu'en situation, après un accident, post-accidentel, eh bien, on devait accepter un peu plus de radioactivité qu'en temps normal. Voilà. Donc, pour le gouvernement, pardon, il s'agissait de relever le seuil à 20 millisieverts et aussi de rassurer la population. Donc, il y a vraiment une politique de communication très axée sur cette idée qu'il fallait rassurer la population. Et à l'intérieur même du gouvernement, il y a commencé à avoir des couacs, et notamment le conseiller spécial en radioprotection du Premier ministre, M. Kosako, a démissionné le 30 avril 2011 en disant qu'il ne pouvait pas accepter un tel seuil appliqué notamment aux enfants. Et il ajoute d'ailleurs, je ne serai plus un chercheur, il ajoute aussi, je ne voudrais pas que mes enfants soient exposés à de telles doses. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu sans doute un grand doute chez les habitants, de se demander voilà, si le conseiller en radioprotection lui-même démissionne et considère que le seuil n'est pas correct, est-ce que nous sommes bien en sécurité? Le discours très rassurant, je vais en donner quelques exemples. Donc Yuko Odano qui a dit les radiations n'ont pas d'effet immédiat sur votre santé, ce qui n'est pas complètement faux, peut-on dire, parce qu'effectivement,
pour les radiations ionisantes, en fait, entre le moment où vous êtes comment dire, exposé à des radiations ionisantes et le moment où vous déclenchez un cancer, il peut se passer 10, 20, 30 ans. Mais enfin, en même temps, cette phrase, sans rien d'autre, quand même, pouvait porter un peu à confusion et donc a été très critiquée. Et puis ensuite, une phrase très fameuse de Shunichi Yamashita qui a dit, voilà, qui a dit: «Les radiations n'atteignent pas ceux qui gardent le sourire». Donc ça, évidemment, ça a été ça a fait un peu scandale. Ceci étant dit, je pense que c'est important, effectivement, quand on va voir, quand on fait des entretiens, quand on va voir les personnes, de se poser des questions sur finalement pourquoi ces personnes ont fait ça, et ce qu'elles en pensent a posteriori. En rencontrant des experts gouvernementaux qui avaient été comme ça en contact avec le public, on a rencontré aussi des gens qui nous ont expliqué voilà, à quel point ça avait été quand même très compliqué pour eux de gérer ce genre de situation et qui ont remis en question finalement ce qu'ils avaient fait pendant cette gestion de la catastrophe. Tout à l'heure, on a parlé de la catastrophe de Minamata, cette pollution au mercure, cette pollution industrielle très grave qui a eu lieu au Japon à cause de l'industriel Chiso. Et voilà, qui a généré beaucoup de morts, de malformations chez les enfants, etc. Et à propos de la communication sur le risque, ce responsable gouvernemental nous a dit: les erreurs que l'on a faites sont similaires à celles de Minamata. Donc c'est quand même une référence extrêmement forte dans le contexte japonais. Alors, après la catastrophe, à partir de 2015, donc 3 ans après, 4 ans après, les ordres d'évacuation commencent à être levés. Donc on considère que les personnes, grâce à cette décontamination, que les personnes peuvent revenir. Et c'est à ce moment-là que les habitants doivent décider s'ils reviennent ou pas. Donc, souvent, on fait la dichotomie entre les gens qui sont revenus et les gens qui ne sont pas revenus. Mais nous, grâce à nos enquêtes, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Il y a les gens qui reviennent et qui se surveillent, et qui surveillent la radioactivité autour d'eux, hein, grâce à des dosimètres, des compteurs Gégère, etc. Donc, ils apprennent, ils se, comment dire, ils se plient à ce qu'on appelle la culture de radioprotection, c'est-à-dire finalement apprendre à vivre avec la radioactivité. Et c'est extrêmement, comment dire, c'est extrêmement, ça fait partie de ce qui est prôné finalement par les autorités japonaises et aussi par les institutions internationales. L'idée, c'est de vivre dans le territoire contaminé et puis faire attention, hein, et se surveiller pour vérifier qu'on ne prend pas trop de radioactivité. Ensuite, il y a les gens alors ça existe, il y a des gens voilà, qui reviennent, qui se surveillent, qui passent des anthropogammamétries, qui ont un dosimètre, qui mesurent la nourriture, etc., etc. Il y a aussi des gens qui reviennent, mais qui nous disent: nous, on ne veut pas s'embêter. Des personnes relativement âgées qui disent: si je reviens, c'est pour profiter de ma maison, de cette vie que j'aime, donc à la campagne, et je ne vais pas passer mon temps avec un dosimètre, à me surveiller, etc. Donc, d'une certaine façon, on a considéré, moi je pense que c'est une forme de résistance à cette culture de radioprotection qu'on voudrait leur faire adopter. Il y a aussi des personnes qui reviennent un peu contre leur gré et qui s'inquiètent. Elles reviennent un peu sous la pression sociale. Je parlerai tout à l'heure de toutes ces pressions qu'il y a pu y avoir à ce moment-là. Et elles vivent avec une inquiétude souvent sourde et elles se posent des questions, notamment pour la santé de leurs enfants. Il y a aussi des personnes qui reviennent à moitié, c'est-à-dire elles reviennent travailler, mais elles continuent à habiter à plusieurs dizaines de kilomètres pour parvenir habiter dans le village qu'elles considèrent comme insuffisamment sûr d'un point de vue radiologique. D'autres personnes disent: je ne reviens pas maintenant, je reviendrai plus tard. D'autres, enfin, ne reviendront jamais. Et puis, enfin, il y a les auto-évacués dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui quittent un territoire qui, pourtant, a été déclaré non dangereux. Voilà. Et en fait, quand on regarde toutes ces décisions, toutes ces différences, euh, du côté des instances internationales comme l'AIEA, la CIPR, finalement, la population comment dire, qu'ils favorisent d'une certaine façon, enfin en tout cas dans les discours qui sont tenus, c'est vraiment revenir et se surveiller. C'est vraiment cette adoption de la culture de radioprotection. Mais ce que nous avons vu dans nos enquêtes, c'est que ça ne correspond pas, loin de là, à toute la population. Voilà, je vais passer un peu plus rapidement. Voilà.
Dans les habitants, il y a aussi les employés de TEPCO, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient tout simplement des travailleurs un peu relativement privilégiés, nous a expliqué Rémi. Enfin, en tout cas, voilà, ce sont des régions rurales relativement pauvres. L'industriel est venu s'installer, ça a permis de créer des emplois, toute une manne, etc. Et puis là, ils deviennent brutalement, finalement, des coupables. Donc voilà un témoignage d'une personne qui dit: quand je vois les employés de TEPCO qui se font gronder par les évacués et qui leur disent pardon, pardon, une personne nous dit: j'ai pitié d'eux. Parce qu'en fait, c'est TEPCO qui a été chargé finalement de distribuer les compensations, les indemnisations qui étaient fournies largement, bien sûr, par le gouvernement, donc par le gouvernement japonais. Ensuite, il y a aussi des sentiments d'injustice avec ce système de zonage. Une personne nous dit: on a désigné la zone de 20 km de la centrale nucléaire en mesurant la distance depuis le milieu de la centrale, mais si on avait mesuré depuis le bout du terrain, ma maison aurait été le rayon de 20 km. Donc à quelques dizaines de mètres près, je ne reçois plus d'indemnisation, hein, parce que je ne suis plus dans la bonne zone. Et donc, on voit bien que ce zonage est aussi, comment dire, un, une occasion, une raison, en tout cas, de connaître des sentiments d'injustice pour les personnes. Euh, la situation également génère des disputes entre amis. Entre là, par exemple, c'est l'extrait d'un livre de Sokiyu qui raconte l'histoire donc de deux amis. Il y en a une qui est partie et qui revient au moment de la fête d'Obon, hein, c'est la fête des morts au mois d'août. Et puis l'ami qui est resté lui dit tu, ça t'inquiète pas d'être revenu? Et l'ami lui répond: pour un court séjour, ça ne m'inquiète pas. Donc évidemment, vous imaginez pour voilà ce genre de dialogue et de comment dire ce que ça peut générer en fait lorsque vous vous rendez compte que les craintes que vous avez ne sont pas partagées et finalement au moment de cette catastrophe, cette perception des radiations était extrêmement différente d'un individu à un autre et a généré bien sûr des tensions, voire des disputes, voire des ruptures. Voilà. Alors, du côté du gouvernement, il y a un discours très simple, c'est il faut avoir peur des radiations correctement. Et avoir peur des radiations correctement, c'est évidemment avoir peur comme, le gouvernement a décidé qu'il fallait avoir peur. Si on fait un petit lien avec ce qui s'est passé après Tchernobyl, euh, là c'est un extrait d'un livre de Bella et Roger Belbéoc, Tchernobyl, une catastrophe, où il raconte, où il cite un article du Monde, et dans cet article du Monde, donc, qui se réfère donc, à l'accident de Tchernobyl, le journaliste explique: les anxieux sont traités dans des services de psychothérapie où l'on pratique des bains aux zèbres, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont radiophobes. Donc en fait, craindre les radiations, c'est une forme de maladie, ce n'est pas normal, c'est que vous faites de la radiophobie. Et ça, c'était un discours extrêmement présent à Tchernobyl, quasiment disparu, sauf dans certaines instances. J'ai encore entendu parler de ce terme de radiophobie, mais quand même, on ose moins qu'avant parler de radiophobie à ce sujet. En fait, parler de radiation est aussi parfois vu comme, enfin pas parfois, très souvent vu comme un empêchement de participer à cet effort de reconstruction. Voilà. Donc David Slater dit voilà, celui qui exprime ses peurs sur la radiation, c'est une façon de parler, c'est une façon de ne pas supporter l'effort collectif et la communauté. À ce sujet, il y a quand même quelque chose d'important à noter, c'est à quel point dans ce cadre-là, les femmes, notamment les mères, les mères de famille, ont été souvent stigmatisées parce qu'elles n'avaient pas justement cette peur appropriée, elles ne craignaient pas les radiations correctement, elles les craignaient trop, elles étaient inquiètes. Et donc, du coup, il y a eu un terme qui a été comment dire, inventé à leur sujet, les mamans à cerveau radioactif. Hein. Donc, il y a un livre de Aya Kimura qui décrit comment ces femmes ont été comment dire, oui, stigmatisées, moquées, parce qu'elles s'inquiétaient pour leurs enfants. Et du coup, ce que me fait remarquer une mère de famille que j'interroge, c'est
je ne comprends pas pourquoi protéger ses enfants, ce qui est normalement considéré par la plupart des gens comme ce qu'il faut faire, devient quelque chose de critiqué, de mauvais, et alors, et que cacher des risques alors, enfin en tout cas ne pas considérer ces risques comme importants, est désormais considéré comme une bonne chose. Ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer comme étant la norme, c'est-à-dire le fait qu'on doit protéger les enfants. Dans le contexte, c'était plus compliqué que ça et plus, voilà, et ça devenait plus difficile. Et alors, comment dire, le plus poignant sans doute, c'est cette idée que si vous avez choisi de rester, eh bien, vous ne saurez que dans 20 ou 30 ans, me dit un père de famille du quartier de Ouattari, je ne saurai que dans 20 ou 30 ans si j'ai bien fait de rester. C'est-à-dire si en gros, si mon enfant n'est pas malade, voilà, s'il n'a pas de cancer, s'il n'a pas de maladie liée aux radiations, je saurai que bon, bah ok, j'ai bien fait de rester. En revanche, pour certains parents, ce temps suspendu, c'est impossible à vivre. Et une autre personne que nous avons interviewée nous dit, moi je divorce, j'ai divorcé parce que mon mari me pressait de rentrer en me disant, bah voilà, maintenant ça suffit, il y a eu la décontamination, il faut rentrer. Je n'étais pas d'accord et elle a dit au contraire qu'elle ne voulait pas se poser la question, avoir à se poser la question du risque qu'elle ferait courir à ses enfants. Alors, je voudrais parler aussi des contestations, parce que dans ce contexte-là, vous imaginez bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement et voilà, qui vont contester ce qui est fait, globalement. Alors, la première contestation, c'est un rapport parlementaire, donc on n'est pas dans une contestation si externe que ça, hein, c'est un rapport indépendant très critique sur les causes de l'accident et aussi sur les décisions prises au niveau gouvernemental et notamment à propos du risque et des effets sanitaires. Donc, dans ce rapport, il y a une critique notamment sur toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement sur ces fameux 20 millisieverts et puis sur la communication qui a été réalisée par le gouvernement, très rassurante, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, les associations ont joué un rôle de soutien important à la population. Alors, il y avait des associations qui existaient déjà, par exemple le CNIC, hein, qui est lié à ce qu'on appelle l'école de Takagi, qui existait bien sûr avant l'accident nucléaire, mais qui du coup prend une certaine importance évidemment dans le contexte après l'accident. Et puis les associations bien sûr comme Greenpeace Japan, Friends of the Earth. Et il y a aussi de nouvelles, alors ça c'est celles qui existaient avant, mais il y a aussi de nouvelles associations qui se montent pour des tas de choses d'ailleurs. Il y en a une qui s'appelle Saving the Children et qui évidemment fait de la mesure citoyenne, donc ils ne font pas obligatoirement confiance aux mesures qui sont proposées par le gouvernement et ils font leurs propres mesures. Ce sera un peu l'équivalent en France de la CRIRAD et de l'ACRO. Safecast aussi, c'est une autre association qui se monte à ce moment-là pour faire de la mesure citoyenne. Ça, je vais passer parce que c'est un peu long. La contestation. Voilà. Alors oui, je voudrais parler aussi de l'entraide associative franco-japonaise. Voilà, là, il y a deux exemples de ces associations. Le CRMS, c'est un système de mesure de la radioactivité qui se met en place et il est aidé par la CRIRAD en France. Et puis, Chihiru-Kincha, c'est une association environnementaliste qui acquiert un appareil au germanium qui permet de mesurer la radioactivité dans les urines des enfants. Et là, cette association bénéficie du soutien de l'ACRO, de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Donc un soutien à la fois logistique, mais aussi évidemment scientifique. Voilà, donc il y a une belle solidarité qui s'est passée à ce moment-là. On peut parler aussi des scientifiques un peu contestataires, hein, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la vision générale sur le risque. Donc Madame Sakiyama, qu'on voit en photo là en haut avec mon amie Reiko Asekawa, qui est une médecin qui travaille notamment sur les cancers de la thyroïde et qui met en question le bilan qui est fait à l'heure actuelle par l'université médicale de Fukushima. Elle n'est pas d'accord avec le fait que cette université médicale ait conclu que finalement les cancers de la thyroïde qu'on voit en hausse dans la préfecture de Fukushima sont uniquement dus à ce qu'on appelle l'effet screening, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'on fait passer plus de radio de la thyroïde aux enfants. Donc, elle conteste complètement ce point de vue. Et puis là, un autre
un autre scientifique, le professeur Kodama, qui lui aussi s'est élevé contre les conclusions enfin les conclusions, non, contre la politique en fait menée au Japon. Pour finir avec un peu la contestation associative, eh bien, lorsque l'UNSCEAR, alors l'UNSCEAR c'est une agence de l'ONU qui examine les effets des radiations, elle fait un rapport en 2013 tout à fait rassurant une fois de plus, hein, c'est-à-dire elle dit bon finalement a priori il n'y a pas de on ne voit pas d'effets sanitaires. Si on voit des effets, c'est peu probable qu'on puisse finalement attribuer des effets aux radiations ionisantes. Et puis, elle a sorti un rapport très récemment. Mais à l'époque, là, donc ça c'est en 2013, tout de suite après, une association qui est l'association internationale des médecins pour empêcher pour prévenir la guerre nucléaire. Donc, ce sont des médecins et des scientifiques qui, eux, euh, élaborent un rapport où justement ils critiquent complètement le rapport qui a été fait par l'UNSCEAR et qui ils sont absolument pas d'accord avec les conclusions qui sont faites dans ce premier rapport. Donc, il y a déjà une première on va dire, controverse entre deux visions des choses. Il y a aussi une contestation, je dirais, intellectuelle. Là, je vous quitte. Certains écrivains, certains artistes se sont élevés contre ce qui se passait. Notamment, là, je cite un extrait de Michael Ferrier, Fukushima, récit d'un désastre, où il considère que voilà, cette idée de vivre avec la radioactivité, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette idée de vivre avec et de s'adapter, lui, il dit bon voilà, je ne veux pas qu'on me présente comme normale une situation. C'est pas parce qu'on s'y habitue qu'elle devient normale. Voilà. Alors, par contre, je pense une des contestations les plus importantes, et je reviendrai en conclusion dessus, c'est la contestation qui est apportée par Anand Groover, le rapporteur spécial des Nations Unies. Pourquoi? Parce que il vient quand même des Nations Unies, donc de l'ONU, donc d'une institution a priori, comment dire, respectable. Il est indépendant, hein, donc il n'a pas de compte à rendre à son institution. Et Anand Groover fait un rapport extrêmement sévère à propos de ce qui a été fait par les autorités juste après la catastrophe. Voilà. Voilà. Les matériaux fournis donnent l'impression fausse. Alors, les matériaux fournis, c'est-à-dire toutes les brochures notamment qui étaient fournies par le gouvernement, hein, qui expliquaient les effets des radiations, etc. Et il dit, bah voilà, elle donne l'impression fausse qu'il n'y a pas de risque en dessous de 100 millisieverts. Et puis, les textes ne mentionnent pas la plus grande vulnérabilité des enfants en radiation ionisante. Donc voilà, donc Anand Groover est voilà, très, très critique envers ce qui a été fait, mais de façon encore plus importante, je dirais, il dit voilà, les recommandations de la CIPR donc, sont basées sur le principe d'optimisation, à savoir que les risques en radioprotection on applique le principe ALARA, aussi bas que raisonnablement possible et non pas aussi bas que possible. Parce qu'il y a une forme d'analyse risque-bénéfice qui est faite, et notamment, par exemple, pour choisir les 20 millisieverts, si on avait choisi un taux plus bas, si par exemple on n'avait pas relevé le seuil ou si on l'avait relevé qu'à 10 millisieverts, on aurait dû évacuer beaucoup plus de monde. Donc il y a une sorte d'analyse coût-bénéfice qui est faite. Et ce que nous dit Anand Groover, c'est finalement ce principe, il n'est pas cohérent, il n'est pas en accord avec un principe plus important, enfin, en tout cas à ses yeux, hein, un principe plus important qui est le droit à la santé, parce qu'elle donne la priorité aux intérêts collectifs sur les droits individuels. Et ça, je pense que c'est un élément très important pour ce qui se passera qui se passera plus tard. Enfin, il y a beaucoup de procès. Donc, il y a vraiment un aspect judiciaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces procès, juste pour montrer qu'il y a des procès, il y a des gens qui portent plainte en groupe, qui portent plainte contre TEPCO, l'industriel, mais qui portent plainte aussi contre l'État. Hein, c'est-à-dire, ils demandent des compensations et ils considèrent que c'est bien l'État qui est finalement responsable de ce qui leur est arrivé. J'aurais parlé aussi des maires. Alors les maires cette fois-ci, pas les mamans de tout à l'heure, mais voilà, ceux qui dirigent qui administrent une commune.
Et je pense que leur rôle est très important et extrêmement, extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que si la politique gouvernementale de lever des ordres des populations, d'évacuation pardon, et de retour des populations est décidée au niveau étatique, hein, au niveau national, après la mise en place, ce sont les maires qui doivent s'en occuper. Et au moment de la levée des ordres d'évacuation, les maires sont confrontés à leurs administrés. Et ils ont d'un côté, à ma droite par exemple, un monsieur qui est revenu dans sa maison, d'un côté des gens qui ont hâte que les ordres d'évacuation soient levés, qui ont hâte de retourner dans leur maison. Bah, notamment parce qu'ils vivent par exemple dans des logements temporaires qui sont extrêmement inconfortables, et puis aussi tout simplement parce qu'ils ont une grande et belle maison à la campagne et qu'ils n'ont pas envie de l'abandonner, et donc ils voudraient, eux, qu'on lève l'ordre d'évacuation pour pouvoir reprendre une vie un peu comme avant, enfin le plus possible comme avant. Et puis de l'autre côté, j'ai mis le symbole, les kokuchi, ce sont les poupées japonaises. Vous avez des parents avec des jeunes enfants qui, eux, soit ne souhaitent pas rentrer, soit rentrer plus tard, parce que malgré la décontamination, ils considèrent qu'il est encore pas souhaitable de vivre dans l'endroit où on leur demande de rentrer. Donc, dans ce cas-là, je vais passer au slide suivant pour ne pas rentrer dans ce détail. Dans ce cas-là, ce que nous avons observé, c'est que eh bien, dans deux villages différents, il y a eu deux attitudes assez différentes. D'un côté, donc le village de Kawaoshi, où le maire a finalement, entre guillemets, privilégié d'une certaine façon, même si le mot est mal choisi, les habitants âgés. Il a dit, bah, moi, je veux lever au plus vite les ordres d'évacuation, je veux que les gens puissent revenir au plus tôt. Et puis de l'autre côté, à Naraha, le maire était plutôt sensible aux personnes, aux familles avec des jeunes enfants, et il n'a pas privilégié le fait de lever l'ordre d'évacuation au plus tôt. Et on sentait quand on discutait avec eux à quel point finalement ils étaient comment dire, pris en étau entre les exigences d'un gouvernement qui voulait hâter la reconstruction, hâter le retour des populations, et puis du côté des administrés, bah, finalement, des visions différentes selon, notamment, ça c'est un critère très important, selon l'âge de leurs administrés. Alors, je vais faire une dernière partie rapide, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, sur en quoi, pour comprendre ce qui s'est passé, donc là je me suis focalisée sur cette question des radiations, du danger des radiations, etc. Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est important de remonter un peu le temps et de regarder finalement comment dire, les autres accidents qui ont eu lieu avant Fukushima. En 1986, on a eu l'accident bien sûr de Tchernobyl. Et à l'époque déjà, on a un désaccord, c'est relativement bien connu, un désaccord historique en fait, sur les conséquences sanitaires, et notamment sur le nombre de morts, sur les effets. Entre d'un côté, donc ce désaccord, il est entre des institutions nucléaires comme l'AIEA, l'UNSCEAR, la CIPR, et puis d'autres évaluations qui sont faites par des scientifiques indépendants, par des associations, etc. Et il y a aussi un désaccord déjà à l'époque sur le seuil. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les Russes demandent à l'OMS d'envoyer 3 experts pour évaluer leurs normes de radioprotection. Et puis, eux, ils ont choisi une norme de radioprotection de 35 REM en 70 ans. Et lorsque ces 3 experts viennent pour évaluer ces normes, elles disent oui, oui. Alors, en Biélorussie et en Ukraine, il y a des scientifiques qui trouvent que ces normes sont trop élevées, et ils aimeraient bien que les experts internationaux viennent les soutenir, aillent dans leur sens, dans un sens plus prudent, plus conservatif. Mais au contraire, ces 3 experts, et dedans il y a le professeur Pellerin qu'on connaît bien en France, viennent et disent que non, non, ce seuil de 35 REM c'est très bien, et que si on leur avait demandé, ils auraient même choisi un seuil de 2 à 3 fois plus élevé. Et donc à l'époque, il y a une lettre envoyée par 5 associations, GSIEN, la FERAD, donc c'est raconté dans le livre de Bella et Roger Belbéoc, donc 5 associations qui ont écrit au ministère de la Santé pour
protester sur cet avis qui avait été rendu notamment par le professeur Pellerin. Et bon, il n'y a pas eu de réponse de la part du ministère de la Santé. Alors, il y a eu, je l'ai déjà dit, il y a eu des tas de controverses. Je ne vais pas rentrer en détail, elles sont quand même relativement, je pense, relativement bien connues, bien documentées. Et tout le monde sait qu'effectivement, sur le nombre de morts notamment, il y a eu toujours un énorme comment dire, hiatus entre les évaluations faites, par exemple, par le Forum de Tchernobyl, hein, qui annonce des chiffres, moins d'une cinquantaine de décès, 4000 à terme, donc des chiffres relativement bas, et puis d'autres rapports, comme celui qui a été commandé par la députée écologiste Rebecca Harms, qui, eux, font état d'un excès de cancer bien plus important. Voilà. Pour un philosophe comme Jean-Pierre Dupuy, c'est une façon finalement, il considère que le fait que les effets des radiations en dessous d'une certaine dose soient effectivement stochastiques, c'est-à-dire non déterministes, hein, comment dire, invisibilise d'une certaine façon ces morts. Alors comment dire, il a une expression absolument terrible. Il dit puisque finalement cette invisibilité, on ne saura jamais quand on meurt d'un cancer après avoir été exposé, on sait pas si c'est le cancer n'est pas entre guillemets signé. On ne saura jamais si on est mort d'un cancer à cause de cette exposition aux radiations ionisantes ou pour une toute autre cause. Et cette invisibilité, nous dit Jean-Pierre Dupuy, elle est offerte par la nature elle-même. Et donc, il a cette expression de dire, voilà, d'une certaine façon, on a haché menu les cadavres qu'ils voulaient soustraire au regard et les ont introduits dans la chair de ceux qui, dans les vastes zones contaminées, sont morts ou mourront d'un cancer naturel, c'est-à-dire non radiologique. C'est une réflexion qu'il a dans Retour de Tchernobyl, journal d'un homme en colère, qui est un très beau livre sur son vécu finalement de cette confrontation à l'impact de l'accident de Tchernobyl. Alors, à ce sujet-là, Olga Koushinskaya a considéré qu'on pouvait parler d'une véritable politique de l'invisibilité, c'est-à-dire que il y a eu au moment de Tchernobyl tout un ensemble de mécanismes qui ont empêché de justement rendre visibles les impacts sur la santé. Elle rappelle que pour voir des impacts sur la santé, il faut mettre en place des infrastructures matérielles, organisationnelles, qui doivent être maintenues sur la durée. On doit mesurer la radioactivité, on doit regarder qui a un cancer et surveiller finalement d'une certaine façon toute une population. C'est lourd, c'est coûteux et c'est pas obligatoirement fait. Et d'ailleurs, ça n'a pas été fait de façon, comment dire, très très intense donc après l'accident de Tchernobyl. Elle note également la non prise en compte des savoirs produits par les chercheurs et les médecins locaux. Savoir et connaissances donc cliniques, hein, qui ne sont pas pris au sérieux ou qui ne sont pas repris par les instances internationales. Et ce qu'on peut en conclure, enfin ce que conclut en tout cas Kate Brown, une autre historienne, c'est qu'elle considère qu'avoir sous-estimé les dommages de Tchernobyl a laissé les humains non préparés pour le prochain désastre. Autre accident, je vais aller rapidement dessus, l'accident de Mayak ou de Kishtim en 1957. Celui-là, il a souvent été un petit peu oublié, je dirais. On en parle que dans certains cercles. Hein. Pourquoi? Parce que c'était un accident qui était en Russie et puis qui plus est dans un site nucléaire. Le site a été contaminé déjà avant l'accident. Il y a une radioactivité absolument énorme qui a été générée par cet accident. Ensuite, du point de vue de ce qu'on peut appeler une forme de production de l'ignorance, il y a eu un mélange de processus volontaires et involontaires. Et comme l'explique notamment Harry Bernas et Nadezhda Koutepova dans un article,
finalement, on peut voir ces mécanismes, notamment certains liquidateurs et liquidatrices ont accepté de garder le secret donc de leur travail et refusent, ils s'estiment privilégiés, hein, parce que dans le contexte de l'époque, travailler dans une usine militaire, c'était une usine militaire dans une ville secrète, hein, c'était quand même quelque chose de relativement confortable par rapport à la situation de la population normale. Donc, ils refusent d'entreprendre des actions de demande de réparation en justice. Et puis ensuite, là aussi, il y a le refus de prendre en compte des études menées par des chercheurs locaux au nom notamment d'une non-conformité à une méthodologie adéquate qui est définie par les critères de ces experts internationaux qui refusent de prendre en compte finalement les savoirs qui sont produits localement par les médecins du coin. Donc, par exemple, dans ces choses qui ne sont pas reconnues, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome d'irradiation chronique, qui est quelque chose qui est mis en évidence par beaucoup de médecins. C'est une espèce d'immense fatigabilité de l'organisme. Et ils considèrent qu'il y a un lien très clair avec l'irradiation qui a été comment dire, qui a été reçue par la personne. Mais ce syndrome n'est pas considéré comme quelque chose de recevable par les instances internationales comme l'AEA, comme l'UNSCIRA, qui vont enquêter sur ces sujets. Et donc, in fine, voilà, quelqu'un comme Nadezhda Koutepova a, a été avocate et a créé l'ONG Planète de l'Espoir, et elle a gagné des procès devant des tribunaux russes pour faire reconnaître donc ces problèmes, et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme. En 1945, je terminerai là-dessus, eh bien, oui, déjà à l'époque, quand on a utilisé, c'est un mot atroce, hein, mais les irradiés d'Hiroshima et de Nagasaki, eh bien, pour étudier l'effet des radiations ionisantes, là je prends une citation, je cite une phrase de Robert Holmes, qui était le chef de l'IBCC, c'est-à-dire l'organisme qui a été chargé finalement de suivre cette cohorte de personnes irradiées. Donc il dit à leur sujet, ce sont les gens les plus importants du monde. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les étudier et étudier comment dire, les effets des radiations ionisantes grâce au fait qu'on puisse vraiment les suivre à long terme. Voilà. Et en fait, certains sociologues des sciences considèrent que dès cette époque, la façon dont on a étudié l'effet des radiations ionisantes à partir de cette cohorte a généré une sous-estimation des risques radiologiques qui finalement, qu'on retrouve encore, enfin, qui est un peu un péché d'une certaine façon, un péché originel. Alors, est-ce qu'on peut apprendre, c'est une bonne question, je pense, c'est est-ce qu'on peut apprendre des catastrophes? Hans Jonas donc s'est posé la question et à un moment donné, pour résoudre les problèmes auxquels la société fait face en termes de risques, il disait il faudrait peut-être une tyrannie bienveillante. Et puis après, il a changé d'avis. Il a dit non, finalement, on n'a pas besoin d'une tyrannie bienveillante. Maintenant, l'espoir, à mes yeux, réside dans l'éducation par l'intermédiaire des catastrophes. Moi, il me semble que, hélas, on apprend aussi parfois les fausses leçons des catastrophes. Par exemple, après Tchernobyl, on se rend compte à quel point Tchernobyl a été un moment où finalement s'est constitué de façon relativement monolithique enfin, le pouvoir, la légitimité de ces institutions comme l'AEA, la CIPR, et qui finalement sort de Tchernobyl, entre guillemets, en étant constitué en un corps unifié international au pouvoir renforcé. Et du coup, le savoir qui n'est pas cohérent, qui n'est pas en phase avec ce qu'ils édictent, est marginalisé et délégitimé. D'accord? Donc, ce que disent, une fois de plus, je cite Béla et Roger Belbéoc, c'est au moment où les experts scientifiques ne peuvent plus rien promettre d'autre que la gestion des catastrophes que leur pouvoir s'installe de façon inéluctable. Cécile Topsou, elle parle d'un nucléaire serein, c'est une expression qu'elle a proposée, qu'elle a inventée.
ce nucléaire serein exclut des formes de savoir alternatifs ou critiques et qui est produit par exemple par les contre-experts, les lanceurs d'alerte, les environnementalistes et les victimes. Et donc ce nucléaire serein, ça lui permet finalement de s'adosser uniquement au savoir comment dire, des instances internationales et donc de délégitimer finalement toute vision qui n'irait pas dans le sens, de finalement d'une vision relativement euh, comment dire, relativement rassurante des risques radiologiques. Mais aussi, et donc je terminerai là-dessus, il y a aussi quand même des choses qui sont peut-être plus euh, euh, qui doivent nous inciter à un petit peu d'espoir quand même. D'abord, il y a eu des procès après Fukushima, donc ça génère une forme de reconnaissance symbolique, une solidarité entre les plaignants, nous dit Paul Jobin, et donc quelque chose qui, dans l'espace social japonais, quand même, est important. Ensuite, on peut dire que grâce à cette vision d'une... Donc, le fait qu'on soit passé de cette appréciation des risques radiologiques différenciés, d'une appréciation en termes de controverse à une appréciation aussi en termes de production d'ignorance, hein, ça permet de sortir le nucléaire de son exceptionnalisme, parce que jusqu'à présent, quand on parle de production d'ignorance, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Arte qui était très bien sur la production d'ignorance, on a parlé de risques chimiques, on a parlé du glyphosate, on a parlé des pesticides, mais on n'a pas du tout parlé de mécanismes qui peuvent exister aussi, peut-être sans doute d'ailleurs dans le domaine des radiations ionisantes. Donc c'est un petit peu comme si le nucléaire était considéré un peu comme à part et ne devait pas être étudié avec les mêmes outils que d'autres risques. Et puis ensuite, voilà, dernier motif, Olivier Évrard présentait avant-hier quelque chose sur les solutions pour cultiver dans des territoires contaminés. Bon, je pense que Rémi en a dit aussi deux mots. Il ne s'agit pas de phytoremédiation, parce que ça, visiblement, ça ne marche pas, mais il s'agit finalement d'être capable de faire revivre le territoire en cultivant, des cultures qui permettent aussi aux personnes qui le souhaitent de rester dans ce territoire en trouvant aussi une façon de vivre, de continuer à vivre là où ils souhaitent vivre. Et puis, toute dernière chose, j'ai parlé tout à l'heure de Alan Groover, et puis je peux parler aussi de Baskut Tonchak, qui est aussi un rapporteur de l'ONU qui est allé dans le même sens. Et je pense qu'ils ont ouvert la voie à quelque chose, ils ont ouvert la voie au fait de traiter la catastrophe nucléaire en se posant la question des droits de l'homme. Hein, et alors que la catastrophe nucléaire a été gérée encore à l'heure actuelle largement sous l'égide d'institutions nucléaires comme l'AIEA et qui finalement imposent leur cadre réglementaire. Hein, et en fait, avec l'intervention des rapporteurs spéciaux de l'ONU, on ouvre peut-être la voie à une autre façon de voir les choses. Et des personnes, des juristes comme ma collègue Rigo Hasegawa et puis aussi Nanako Shimizu au Japon, ont commencé à réfléchir à ce que pourrait être une façon de gérer la catastrophe nucléaire qui serait basée sur des droits humains, sur des droits individuels et pas simplement sur une vision plus collective, je dirais, plus collective des droits, comme ça a été fait, au Japon. Voilà, je vous remercie merci beaucoup pour votre attention. Merci Christine.